Ok, bonjour à tout le monde et si vous voulez, nous allons démarrer ce troisième webinaire de la série Zoom T-Web organisée par le groupe thématique traitement des eaux et de l'air de la SFGP. Donc, je suis très heureux au titre de la Société française de génie des procédés de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet excessivement important sur les problématiques de capture et de captage du CO2, technologie émergente, orientation industrielle. C'est en effet un des axes majeurs du plan de réalisation 2030, mais c'est aussi un des axes majeurs sur lesquels nous travaillons à la SFGP et je remercie le bureau du groupe de travail traitement de l'eau et de l'air d'avoir programmé cette réunion et ce webinaire. Donc, nous sommes déjà un peu plus de 40 participants à cette réunion, regard croisé, toujours avec un aspect académique et un aspect industriel. Et je laisse Annabelle Couvert, qui est la co-leader de ce GT, nous introduire et nous faire l'introduction de ce GT. Merci encore et bienvenue à tous ceux qui ne sont pas de la SFGP et ceux qui ne le sont pas et que nous sommes heureux d'accueillir. Voilà, merci. Et je te laisse la parole, Annabelle. Merci Nicolas. Alors, je voudrais remercier Nicolas et puis je remercie aussi Martine pour toute l'organisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Annabelle Couvert, je suis professeure à l'école de chimie, donc enseignant-chercheur, et je co-anime avec Étienne Paul le GT, donc le groupe de travail traitement de l'eau et de l'air de la SFGP. Dans notre bureau, donc on a un certain nombre de personnes, des académiques, des industriels. Et donc je vais co-animer aujourd'hui avec Christophe Reiner, qui va se présenter tout à l'heure en quelques secondes, en quelques minutes au choix. Voilà, donc pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur notre premier T-Web, ce sont des webinaires qu'on organise depuis le mois de décembre, donc un par trimestre, le deuxième vendredi du mois, et toujours de 13h à 14h pour essayer justement d'avoir le maximum de personnes, puisqu'on sait qu'on est tous débordés. L'objectif de cette T-Web, c'est donc de présenter des visions globales sur un certain nombre de sujets donc, qui sont liés forcément à notre thématique, traitement de l'eau, traitement de l'air principalement, en tout cas dans le domaine de l'environnement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est donc d'avoir des regards à la fois académiques et industriels. Donc c'est pour ça qu'on appelle nos T-Web regards croisés. Aujourd'hui, il portera donc sur la capture de CO2, notamment la vision académique sur des techniques émergentes et la vision industrielle sur des orientations industrielles. À savoir, donc, comme je vous l'ai dit, c'était notre troisième T-Web. Donc vous pouvez retrouver les autres T-Web sur la chaîne YouTube de la SFGP. Vous ne pouvez pas parler pendant la présentation, même pas après la présentation. Par contre, vous avez en bas de la fenêtre un menu. Et dans le Q&R, qui est donc questions et réponses, vous pouvez poser vos questions. Et donc, à la suite des deux présentations, on ne va pas attendre poser des questions entre les deux présentations. Donc, ce sont les deux présentations qui sont faites. Et ensuite, donc avec Christophe, on lira vos questions. On posera vos questions à Guy Deverel, qui est donc notre interlocuteur académique, et à Philippe Maillard, qui est notre interlocuteur industriel, pour vous apporter les réponses que vous souhaitez, j'espère, sur cette thématique qui je l'espère, va pouvoir vous apporter un certain nombre d'informations et d'éclairage, puisque c'est une thématique qui est d'actualité. Voilà. Je vous remercie et on va pouvoir passer à la première présentation, qui est celle de Guy Deverel, qui va se présenter aussi. 2 minutes avant, je dis Christophe Reiner, tu vas pouvoir te présenter. Alors, j'ai droit à 2 secondes, m'a dit Annabelle. Bonjour à tous. Je suis très, très heureux d'être là pour participer à ce T-Web. Je travaille au centre de recherche de Veolia, où j'ai la responsabilité de l'équipe traitement des gaz et énergie. Donc, les activités autour du CO2 sont évidemment du pain quotidien pour mon équipe et moi-même. Guy, du coup, j'arrête ma présentation là et je te passe la parole. Merci Annabelle et Christophe. Est-ce que vous voyez ma présentation, le premier slide? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, d'abord, merci à Annabelle et Christophe de m'avoir invité. J'espère que mon accent ne vous
ne vous posera pas trop de problèmes, mais je ne suis pas français, mais bien belge, et le français est une de mes 2 langues maternelles, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Je vous ai remis, donc je suis prof à la faculté polytechnique, donc à l'école polytechnique de l'université de Mons. Mons, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 25 km de Valenciennes, 70 de Lille. Et donc je travaille dans le labo de thermodynamique. Mon domaine d'expertise original était les matériaux poreux pour la purification et la séparation. Et j'ai en charge toutes les activités CO2 liées, que ce soit capture, séquestration, conversion de l'université. Je suis actuellement coordinateur d'un projet européen H2020 sur la capture du CO2 par des matériaux poreux, donc par des processus d'absorption. Et comme j'ai pu entendre, la thématique est aussi extrêmement importante en Belgique et particulièrement en Wallonie, donc dans le plan de relance. Un nombre important de projets du plan de relance sont liés à la décarbonisation, la défossilisation d'une partie de notre industrie. Voilà pour la présentation. Donc, premier slide, quelque chose qui est finalement une épreuve imposée, de montrer l'évolution de l'augmentation des émissions de CO2 d'origine anthropique, et avec l'accélération extrêmement importante à partir de la seconde moitié du XXe siècle, je pense, n'est pas nécessaire de rentrer plus dans les détails. Alors, ce qui est par contre important, c'est finalement la place que les technologies de capture, d'utilisation et de séquestration peuvent avoir dans les solutions. Il est clair que les meilleures solutions, c'est limiter la consommation d'énergie, c'est l'électrification en partie de certains procédés, c'est utiliser la biomasse, mais pour un certain nombre de ces émissions, la capture est une épreuve imposée. Alors, dans notre cas, on travaille beaucoup avec des cimentiers et des chaux-fourniers où le CO2 vient essentiellement du process, et donc cette capture est essentielle. C'est aussi le cas si on veut, alors je toucherai un petit mot sur les technologies de capture directe dans l'air, mais c'est aussi une manière de pouvoir décroître la quantité de CO2 présent dans l'air. Alors, aussi un schéma extrêmement classique sur les différentes techniques, que ce soit ce qui est dit post-combustion, ce qui est dit oxyfuel et pré-combustion. Donc, la post-combustion classique, donc unité de capture qui se fait après le process lui-même, avec la particularité, comme je l'ai mentionné, notamment pour des cimentiers, des chaux-fourniers, la scierie ou autres, que le CO2 peut venir en grande partie du process chimique lui-même. Donc, par exemple, chez un cimentier, la réaction de décarbonisation du calcaire, qui est à l'origine de 65% des émissions de CO2 d'un cimentier. Ça peut être de l'oxyfuel, c'est-à-dire à ce moment-là qu'on va avoir une unité de séparation de l'air, on va faire la combustion avec de l'oxygène, et on va se trouver avec un flux d'oxygène, un flux de CO2 qui va être hautement concentré, et on parle de 80, 85, 90% de CO2 dans le flux. J'y reviendrai dans quelques instants. L'unité de purification va jouer dans ce cadre-là un rôle extrêmement important avant de pouvoir le transporter et l'utiliser ou le séquestrer. Et puis, il est possible dans certains cas de faire de la pré-combustion, donc finalement de faire du reforming de votre combustible, de produire un gaz de synthèse comme ça, capturer le CO2 au préalable et utiliser l'hydrogène. Alors, je parlais de pureté du CO2, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on utilise la chaîne complète, c'est que finalement,
le CO2, ce n'est pas tout de l'avoir capturé, on va y revenir par la suite, mais il faut pouvoir le purifier et atteindre des spécifications pour le transport, par exemple en pipeline ou en liquéfaction. Je vous ai mis ici les principaux impuretés que sont l'oxygène, l'eau, les incondensables, on peut retrouver le CO, les NOx et les SOx, et cette limites peuvent être relativement basses. Alors, désolé, c'est un exemple belge. C'est la spécification du futur réseau de transport CO2 qui va être développé en Belgique. Donc, c'est du revamping d'une partie du réseau, donc qui sera aux alentours de 20 à 33 bars. Et on voit que les concentrations peuvent être extrêmement faible. Si je prends la concentration en oxygène inférieure à 40 ppm molaire, ça veut dire que derrière, vous êtes pratiquement obligé d'avoir un certain nombre de procédés de purification derrière vos unités de capture. Alors, si on regarde où on en est sur finalement les différentes technologies, j'ai regroupé dans cette petite figure l'absorption en phase liquide, des choses connues que ce soit de l'absorption physique, mais surtout l'absorbant dans les solvants aminés, sur lesquels on va discuter particulièrement sur un certain nombre de solvants avancés, des solides poreux pour de l'absorption. Ça peut être de la cryogénie, ça peut être des membranes, ça peut être des micro-ânes, ça peut être du calcium looping. Et on voit aussi de plus en plus de technologies couplées, par exemple, absorption avec cryogénie, membrane avec cryogénie, qui permet finalement d'atteindre les spécifications finales dont je viens de parler. Alors, si on regarde un petit peu les besoins en matière de développement et en réduction de coûts, on voit vers où doit aller l'innovation. On est parti des solvants physiques et solvants aminés sur des solvants avancés. Maintenant, il y a pas mal de développement sur les membranes, sur les absorbants solides, qu'ils soient classiques, zéolite, absorbants carbonés, ou qu'ils soient de nouvelles générations, plutôt comme les métal organiques framework qu'on retrouve à l'étage supérieur. On voit les liquides ioniques. On va aussi parler de biofixation ou chemical looping. Alors, c'est intéressant de voir finalement d'où on vient et où on est. Donc, si on regarde, c'est un rapport qui date un peu, maintenant il date d'il y a 3 ans et demi, c'est un rapport de l'IEA-GHG qui donne finalement un état des lieux sur les différentes technologies, sur où on était il y a 10 ans, sur où on en est maintenant. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont apparues, qui n'existaient pas vraiment, et il y en a d'autres qui ont fait des progrès extrêmement importants, où on était à TRL1 et qu'on est maintenant vers des TRL 5 ou 6. Je vais essayer de me focaliser aujourd'hui sur un certain nombre de technologies avec des absorbants liquides et des absorbants solides. Alors, la technique connue et utilisée à l'échelle industrielle, c'est les solvants aminés avec le fameux benchmark qui est la MEA. Donc, technique classique, on absorbe dans une solution eau, solvant aminé, le gaz à traiter. Généralement, on est entre 5 et 20-25% en CO2. Le CO2 va se fixer sur la mine. On envoie la mine dans le stripper, on chauffe et on va produire comme ça un flux riche en CO2. Inconvénient de ces technologies-là, c'est le coût énergétique. Pour la MEA, on est entre 3,5 et 4 gigajoules par tonne de CO2 capturé. Il peut y avoir de dégradation, l'évaporation du solvant, il faut faire du make-up, il faut
traiter éventuellement. Donc, il y a eu pas mal de développements sur des nouveaux solvants ou mélanges de solvants pour réduire ces coûts. Aussi sur l'amélioration des configurations avec de l'intercooling, des différentes technologies qui permettent de décroître la consommation énergétique. Une première option pourrait être de changer fondamentalement le solvant qui est utilisé et donc d'utiliser finalement un solvant qui pourrait démixer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, il peut démixer lors de l'absorption du CO2 ou sans présence de CO2. Donc, différents types existent. Et donc, l'idée, là, c'est d'envoyer, je vous ai remis une figure qui ressemble vraiment à la première, où on envoie vers un décanteur, où la phase pauvre en CO2 et qui contient, donc, qui est la phase, va être renvoyée directement dans la colonne d'absorption et seule la phase riche en CO2 est envoyée vers le stripper. Donc, on ne doit pas chauffer toute la solution. On a une solution beaucoup plus riche et on imagine avoir une réduction importante de la consommation d'énergie. Et ici, c'est l'exemple du procédé DMix d'IFPN, donc exploité par Axence et qui est actuellement en démonstration sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. Alors, on se base sur quoi? Sur des propriétés thermo, donc c'est avoir finalement des solvants démixants. J'ai été rechercher des petites figures qui se trouvent dans mon cours que je donne aux étudiants. Donc, on peut avoir des températures critiques de démixion qui sont supérieures ou inférieures, et donc on peut trouver différents systèmes, ce qui veut dire que dans certaines conditions, on est monophasique et dans d'autres conditions, on devient biphasique. Voilà un exemple qui a été traité par une de mes thésards il y a quelques années. C'était un solvant démixant à base de 5 molaires de DEEA et de 2 molaires de MAPA. Ce n'est probablement pas la meilleure solution, mais c'était où on avait toutes les propriétés thermo pour simuler le process et pouvoir faire des calculs énergétiques. Et vous voyez apparaître comme ça les deux faces, uniquement une des deux faces, et renvoyer vers le strip. Alors, on peut aussi trouver des solvants à base de sel aminé. Alors, pourquoi travailler avec ce type de matériaux? Ils sont présents naturellement dans l'environnement, donc contrairement aux solvants aminés classiques, l'impact environnemental, on peut sensiblement le limiter. Ils ont une volatilité très, très faible, donc la nécessité de faire des make-up est très, très limitée. Et donc, l'idée, cette fois-ci, c'est de former des précipités type carbamate, bicarbonate. Bon, par exemple, avec deux exemples là, qui sont mis sur le slide, qui peuvent être faits. Et donc, on regarde, on est sur un process qui est assez similaire, avec ici une difficulté supplémentaire, qu'il faut séparer la phase solide. Donc, la précipitation peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur du process. Différentes techniques existent pour pouvoir faire ça. Donc, on va jouer sur la formation de ces précipités en jouant sur la quantité de CO2 absorbée et sur la température. Pardon. Alors, autre famille de solvants innovants et qui ont eu, je dirais, leur heure de gloire. Il y a quelques années, c'était vraiment les solvants sur lesquels on pariait le plus. Donc, les solvants ioniques, donc, ce sont des sels dont la température de fusion est inférieure à 100 degrés, voire inférieure à la température ambiante. Et donc, on va avoir comme ça quelque chose qui est un solvant qui va être composé d'un cation. Je vous ai remis ici un ensemble de cations classiques qu'on peut rencontrer dans les solvants ioniques. Même chose pour les ions.
anions, pardon. Donc, l'avantage de ces éléments, c'est qu'une volatilité pratiquement inexistante, très stable thermiquement, c'est ininflammable. Et donc, de nouveau, là, on va pouvoir jouer finalement avec ce qu'on a vu précédemment, finalement avec les phénomènes d'apparition de deux phases pour faciliter la séparation des solvants et la récupération du CO2. Alors, ce qu'on voit plus maintenant, qui sont un peu plus à la mode que les solvants ioniques, qui sont des systèmes qui sont finalement voisins, c'est finalement des systèmes formés à partir de mélanges de composés donneurs et accepteurs de liaison hydrogène. Et donc, le but, cette fois-ci, c'est de créer un mélange qui a des propriétés de fusion ou de transition de phase qui est fondamentalement différent que les propriétés initiales. Dans l'exemple qui est ici représenté, vous voyez que la température du point eutectique, elle est 90, pardon, de presque 90 degrés plus bas que celle de mon composé ici 1 qui est représenté. Et donc, ça permet finalement d'avoir des propriétés particulières du solvant, et en jouant sur la composition, on va avoir un solvant eutectique qui peut être intéressant. Alors, pourquoi c'est plus mis en avant? C'est que c'est une alternative qui est considérée plus verte que les solvants ioniques. Et donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Bonne petite review si vous voulez avoir un peu plus d'infos là-dessus. Et on peut avoir comme ça différents types de solvants eutectiques profonds avec différents mélanges, généralement de sels organiques et de différents matériaux finalement pour avoir des propriétés adéquates. Voilà aussi quelques nomenclatures assez générales où on voit finalement le composé qui correspond à une base de Lewis. Il y a un cation qui est souvent de l'ammonium ou du phosphonium ou du sulfonium, un métal et puis une molécule organique avec des fonctions amines, carboxyliques ou OH. Donc, si on veut travailler là-dessus, les critères, c'est les températures de séparation de phase adaptées aux conditions du procédé. Clairement, on joue autour de la température ambiante, quelques dizaines de degrés au-dessus. Et forcément, les working capacités en fonction de ce qui a absorbé ou désorbé. Alors, on voit aussi apparaître une catégorie particulière de ces solvants eutectiques probants. C'est les solvants dont le précurseur est naturel. Et donc là, on va retrouver des acides, des glucides, de l'alcool, des amines. Et donc, on peut comme ça avoir des solvants eutectiques qui vont être des solvants par rapport aux solvants aminés classiques, qui vont être des solvants d'origine naturelle, avec, si on fait une analyse de cycle de vie, un impact extrêmement limité, avec des coûts aussi très faibles, peu d'évaporation, peu de dégradation. Donc, si on arrive à aller plus loin, c'est une génération de solvants qui est potentiellement extrêmement intéressante. Alors, je pense que je suis toujours trop bavard, comme on me dit. La deuxième partie, je voulais vous parler des adsorbants. La carte d'identité de l'adsorbant, c'est grande capacité, bonne sélectivité, facilement régénérable, peu impacté par les impuretés, l'eau et ainsi de suite. Le coût pas élevé, la synthèse verte, c'est vraiment la recherche du Graal. Différents adsorbants, vous connaissez tous les éolites et les charbons actifs et les gels de silice qui sont bien connus. Je propose de focaliser un petit peu plus sur les métal organiques framework finalement, où on va avoir comme ça une partie inorganique avec un cation et un ligand organique.
vu la variété des ligands organiques et le grand nombre de cations, finalement, on peut pratiquement jouer avec une boîte de Lego et tout le tableau de Mendeleïev pour construire les éléments de porosité et de fonctionnalisation qu'on veut. Et on peut jouer comme ça, finalement, sur les interactions, qu'elles soient d'origine thermo, de confinement, donc stérique, voire cinétique, avec la diffusion d'une molécule plus rapidement que l'autre dedans. Par rapport à ces adsorbants physiques, ben, pour la capture du CO2, on a toute une autre série qui sont finalement les adsorbants qui sont greffés ou imprégnés. Hein. La différence entre les deux, ben, le greffage, c'est une lésion covalente, donc la fonction T1+. Et donc, on va avoir le greffage généralement avec des fonctions amines pour augmenter la sélectivité par rapport à l'eau et être moins susceptible de réagir avec, pour augmenter la sélectivité du CO2 par rapport à l'eau. Alors, sur les procédés, il y a des procédés où on peut régénérer en température ou en pression. C'est ce que mon petit slide voulait montrer ici. Ce sont les deux grandes familles. Et donc, si en température, ben, on va utiliser de la chaleur pour régénérer. En pression ou sous vide, ben, cette fois-ci, on va utiliser de l'énergie électrique pour la régénération. Quelques exemples d'applications, ben, le pilote de Kawasaki, qui est un pilote TSA, qui a un lit circulant et qui fait de l'ordre de 3 tonnes de capture du CO2 par jour. La nouvelle référence en absorption, qui est finalement les développements de Svante avec différents matériaux, et le plus évolué, ben, c'est un MOF qui s'appelle le Cal20 et qui est produit à grande échelle par BASF. Donc, c'est probablement la technologie la plus avancée en absorption pour le moment, pour finalement réduire les temps de cycle et les pertes de charge. Si j'avais un peu de temps, je pourrais vous parler de processus alternatifs pour la régénération, du chauffage micro-ondes, du chauffage par induction magnétique, qui sont des technologies qui sont utilisées pour diminuer la consommation d'énergie, électrifier si nécessaire le procédé et surtout réduire les temps de cycle en finalement réduisant le temps de retour à la température d'absorption. Les VPSA, ben, j'en ai profité pour faire un petit peu la pub du projet que je coordonne. Donc, on teste des MOF dans des pilotes. Cette fois-ci, on va faire varier la pression. Ici, c'est le pilote qui se trouve dans mon labo. Et on a construit une unité qui a été livrée en Norvège et qui sera incessamment testée. Il y aura aussi une chez Veolia, donc chez Solamat, où on testera sur les fumées d'un incinérateur industriel. Je vous ai mis le lien si vous voulez avoir plus d'infos. Et alors, on m'a dit, si tu as encore un peu de temps, tu peux parler un peu de direct air capture, qui est aussi quelque chose qui est très à la mode. Surtout aux États-Unis, hein, si certains, vu les incitants, bon, bien sûr, faut pas que je vous rappelle que c'est plus compliqué de séparer 400 ppm d'un composé dans une matrice que séparer 10 ou 20% d'un composé de sa matrice. Donc, d'un point de vue travail thermo-minimal pour la séparation, c'est plus compliqué. C'est plus énergivore, mais c'est les technologies qui seront nécessaires dans un second ou un troisième temps pour réduire les émissions. Voilà, avec des boîtes comme Carbon Engineering ou Climeworks qui sont vraiment les leaders. Et donc là, on va retrouver des technologies par adsorption ou par absorption. Donc, c'est ce qu'il y a sur le slide suivant. On va avoir des liquides avec des solutions à haute température ou des solides qu'on peut régénérer à plus basse température. Alors, ce qui est particulier, c'est que le liquide consomme moins d'énergie,
mais il faut chauffer entre 300 et 900 degrés suivant le process. Le solide consomme plus d'énergie, mais on est à très basse température et ça peut être de la chaleur fatale, ça peut être de la chaleur qui vient de pompes à chaleur ou autre, donc on imagine que c'est d'autres types d'applications. Voilà, un dernier petit slide, c'est de l'absorption, c'est la carbonatation, mais c'est aussi quelque chose qui doit être envisagé pour un certain nombre d'applications. C'est finalement traiter des déchets de construction, ça peut être des scories de la sidérurgie, où on peut finalement faire l'étape de minéralisation et en faire des éléments pour la reconstruction. Voilà, merci de votre attention. Merci Ali. Et on va passer à la deuxième présentation. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Philippe Maillard. Je fais partie du département des expertises scientifiques et technologiques de Veolia. C'est la R&D de Veolia, en fait. J'ai un profil plutôt énergéticien, génie des procédés. J'étais longtemps à Dalkia, pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez Veolia en termes de R&D sur ce qu'on appelle le CCUS, Carbon Capture, Utilisation and Storage. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans. Notre premier pilote, il date plus de 10 ans. Et donc, effectivement, comme l'a rappelé Guy, la capture du CO2 peut contribuer à réduire les émissions de CO2, notamment dans certains flux concentrés, comme les fumées ou le biogaz. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Il faut le capturer. Il y a la problématique de transport, mais ensuite, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et là, il y a des multiples applications. Il faut travailler sur toute la chaîne de valeur. En termes de réalisation, il y a énormément de développements qui sont faits, des pilotes, des démonstrateurs, multiples technologies qui sont testées. Il y a encore peu de réalisation. Voilà, ça c'est l'observatoire de l'IEA. Il y a quelques projets qui existent déjà, surtout en fait dans le pétrole, en fait, pour capturer le CO2 et l'envoyer pour extraire encore plus de pétrole. Et puis quelques réalisations dans certains domaines sur les fumées d'incinération de déchets ménagers, en cimenterie, etc. Beaucoup de projets qui sont annoncés mais pas encore réalisés. Là, c'est une cartographie du CCS Institute qui donne un petit peu les projets dans le monde. Philippe, il faudrait que tu nous partages ta présentation, s'il te plaît, pour qu'on puisse en profiter nous également. Ah, pardon. Parce que je pense que tu es le seul bénéficiaire pour l'instant. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. C'est bon. Ça y est. Donc, j'étais un peu vite. Oui, donc j'étais en train d'expliquer. On l'a plus, Philippe. On a eu le slide 2 quelques instants, mais je ne l'ai pas. On a pourtant testé que ça marchait, donc on peut. Voilà, là, ça devrait être bon. Alors là, nous avons. Excellent. Je vais repartir. Je suis peut-être parti un peu trop vite, désolé. Et donc, voilà. Est-ce que là, c'est bien? Vous êtes bien sur le deuxième slide? Parfait. Là, on est à comment fonctionne le CCUS, chaîne de valeur et technologique. Voilà. Et donc, effectivement,
en fait, Veolia est concerné par tout un tas de gaz industriels qui contiennent du CO2, hein, depuis nos fumées de chaudière, de cogénération, qui contiennent quelques pourcents de CO2, jusqu'à des flux de purification de biogaz en biométhane qui contiennent jusqu'à 50%, voire plus, de CO2. Et donc, on travaille sur tous ces sujets. On ne travaille pas comme sur le CO2 atmosphérique, parce qu'on considère que ce n'est pas une voie très durable vu les consommations d'énergie que ça demande. Et donc, effectivement, comme l'a dit Guy, la capture du CO2, c'est une solution intéressante. Par contre, il faut savoir ensuite comment le valoriser. Donc, il y a différentes solutions qui existent. Il y a, l'EOR, c'est Enhanced Oil Recovery, c'est-à-dire qu'on capte du CO2 et puis en fait, on va aller pousser du pétrole et du gaz pour l'extraire. Donc ça, c'est pas très durable, mais à l'heure actuelle, c'est les grosses installations de capture et de valorisation du CO2 qui existent. Dans un autre registre plus intéressant, la culture de serre, les carburants synthétiques, les matériaux de construction. Voilà, donc on travaille sur ces différents aspects. Ce que je montrais tout à l'heure, sans le montrer, c'était une statistique un petit peu des projets en cours dans le monde. On voit qu'il y a peu de projets vraiment opérants, enfin en cours d'exploitation, hein, il y en a qui sont en cours de construction. Il y a beaucoup de projets, mais peu de réalisations vraiment dans ce domaine. Ici, si le sujet vous intéresse, il y a des cartographies qui existent, le CCS Institute et CO2 Value Europe. CO2 Value Europe, c'est une association auquel on participe qui fait la promotion de l'utilisation du CO2. Et donc, il y a, voilà, qui dresse des cartes des projets, des projets en cours. Voilà, actuellement, 65 installations commerciales en CCS, Carbon Capture and Storage. Donc, on est plutôt dans le stockage qui existe. Donc, on est loin d'atteindre le déploiement qui sera nécessaire pour avoir un impact significatif sur le climat. Donc, on est concerné, Veolia est concerné par ces différentes sources, comme j'ai dit. Désolé, il y a beaucoup de slides en anglais. Heat and Power, donc ça, c'est la production d'énergie et les réseaux de chaleur. Là, on a du CO2 fossile et du CO2 biogénique. C'est-à-dire que quand vous brûlez de la biomasse, c'est du CO2 biogénique et c'est un CO2 qui est assez précieux parce qu'il peut entrer dans des mécanismes des nouveaux mécanismes de crédit carbone. Méthanisation, quand on fait de la méthanisation, on produit du biogaz et quand on transforme ce biogaz en biométhane, on récupère beaucoup de CO2 biogénique aussi qu'on peut valoriser. L'incinération de déchets dangereux ou de déchets ménagers, là, on a aussi à la fois du CO2 fossile et du CO2 biogénique. Les landfills, c'est les centres d'enfouissement, on produit aussi beaucoup de CO2 biogénique dans ces installations. Alors, je ne vais pas revenir dessus puisque Guy l'a déjà tout expliqué parfaitement. L'absorption aux amines, c'est la technologie classique qui existe depuis avant la guerre pour capturer le CO2 sur des fumées. Absorption, désorption, avec différents inconvénients, des grosses consommations d'énergie, relargage de polluants dans les gaz qui sont traités, des coûts qui sont assez élevés, consommation de solvants, etc. Donc, en fait, tous les développements qui sont en cours ont pour objectif de passer à des générations plus performantes, hein. On a appelé ça, donc la génération 0, c'est capture méthylamine à 30% dans des réacteurs en colonne. Et les générations suivantes ont pour objectif d'améliorer ce procédé de référence. Donc, des mélanges d'amines avec tout un tas d'acteurs, hein, qui sont indiqués ici, et qui ont aussi pour but donc, de réduire les coûts et aussi les impacts environnementaux. Et puis alors, on passe à des procédés toujours aux amines, mais encore plus innovants, des systèmes de rotating packback qui sont très intéressants, qui permettent aussi de réduire l'encombrement. Et puis, ce qu'on a appelé génération 2, c'est les amines à changement de phase, les amines démixants que Guy a déjà évoquées. Quelques exemples. Donc là, sur ce slide, on voit le procédé de référence avec le gaz qui arrive au niveau de l'absorbeur qu'il va falloir refroidir.
dont il va falloir enlever les NOx et les SOx. Il va y avoir cette phase d'absorption, de désorption qui consomme de la chaleur. Voilà, donc avec un certain nombre d'interlocuteurs industriels. Et puis sur la génération 1.1, avec la mixture d'amines, on a beaucoup plus de développement, des gens comme Carbon Clean, comme Hacker, etc. Mitsubishi, très actif aussi dans ce domaine-là. Et puis alors, sur les générations, les nouvelles générations encore plus innovantes, où là, on est à TRL 7, où on a juste des pilotes, on voit par exemple les rotating pack bed, c'est-à-dire au lieu d'avoir une absorption-désorption dans des colonnes qui font 20 à 30 mètres de haut, on fait ça en rotating pack bed avec des temps de contact équivalents, voire supérieurs à ceux qu'on aurait dans ces colonnes. Donc ça promet tout un tas de gains en termes de capex, de place, de consommation de solvants, etc., d'énergie. Pour l'instant, il n'y a que des pilotes. On va sans doute avoir un pilote de 10 tonnes par jour sur une unité d'incinération au Royaume-Uni. Axens aussi, très intéressant, c'est le plus avancé dans les solvants dimixants, un pilote à Dunkerque pour capter 0,5 tonnes par heure de CO2. Là aussi, on regarde beaucoup ce procédé qui est très prometteur sur ses performances. Il y a d'autres, alors il n'y a pas que les solvants, comme l'a dit Guy, il y a l'absorption avec SWANT, effectivement, c'est des procédés nouveaux qui sortent un petit peu du chemin classique des amines, donc ils ont du mal à se faire connaître, mais les premières réalisations sont prometteurs à partir de Metal Organic Framework. L'absorption par enzyme aussi, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a le procédé CO2 Solution qui a été repris par CPM, qui est intéressant parce que il n'y a pas d'amine, donc c'est un procédé d'absorption avec des enzymes qui boostent la réaction, qui servent de catalyseur à la réaction. C'est assez intéressant. Je ne dirais rien sur le NH3. Par contre, les membranes, ça aussi, c'est une façon de séparer le CO2 des autres composants dans les gaz alors ça existe déjà pour séparer le CO2 dans le biogaz. Un biogaz, c'est du méthane et du CO2. On sépare déjà par des membranes, on enlève le CO2 par des membranes. Là, sur les fumées, c'est plus innovant, mais ça a l'air assez prometteur parce que il faudra sans doute coupler ce procédé avec la cryogénie pour atteindre du CO2 assez purifié, mais il y a des développements en cours. On a un petit pilote, on a mis un petit pilote sur nos fumées d'incinération à Limay. Les premiers tests nous permettent d'aller au-delà. On va sans doute regarder un pilote un peu plus gros. Cryogénie, alors cryogénie, ça existe déjà. Air Liquide sépare le CO2 quand il fait du reformage de gaz naturel avec de la cryogénie. C'est des choses assez intéressantes aussi pour des flux de CO2 très concentrés. Voilà, un retour sur ce qu'a présenté Guy tout à l'heure, SWANT. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Ils en sont à leur première réalisation. CO2 Solution aussi, voilà, c'est à l'origine une société québécoise et là aussi à suivre. Et membrane avec des premières réalisations de grande taille par MTR notamment. Voilà. Alors voilà des travaux pratiques, puisqu'on est dans le génie des procédés. Voilà un petit pilote qu'on a créé il y a une dizaine d'années sur une usine d'incinération de déchets dangereux qui nous permet de tester différentes amines. Donc là, on revient dans le champ des amines plus classiques. Voilà, c'est un pilote qui a fait l'objet d'une thèse, il a été arrêté, il a été redémarré, puisqu'on s'est dit on va comparer différentes amines qui se présentent à nous, parce que notre problème, c'est quels sont les meilleurs procédés à mettre sur nos procédés, pour capter notre CO2. Ça, c'est une question auquel il faut qu'on réponde, donc il faut qu'on puisse faire des comparaisons. Donc voilà le petit pilote qu'on a. Donc on mesure tout un tas de paramètres et les indicateurs de performance, ça va être le taux de capture du CO2, le taux de désorption aussi.
La dégradation de la mine, ça c'est un paramètre important, hein. Et puis la charge de solvant dans le CO2, la consommation d'énergie bien sûr, et puis les rejets de polluants dans les gaz de combustion qui ressortiront du procédé. Voilà, alors quelques exemples de résultats. Le taux de capture de CO2, la MEA, donc c'est le procédé classique. Là, c'est un mélange MDEA-pyrazine où on a un taux de capture plus faible. Et puis alors ça, c'est un solvant carbone clean, un solvant commercial récent qui permet d'avoir des meilleurs taux de capture. Donc voilà, c'est des essais qui nous permettent de mieux connaître ces solvants. On va passer à des pilotes beaucoup plus importants, de 10 tonnes par jour notamment. Mais c'était important pour nous de faire ces essais en labo. Une fois qu'on a parlé de la capture du CO2, il y a l'utilisation. Alors voilà, ça c'est le domaine de l'utilisation du CO2. C'est très, très large. C'est très large. On peut utiliser le CO2 en direct dans le pétrole, dans les serres, food and bev aussi. Il y a une grosse demande pour les Coca-Cola, les bières, etc. Par contre, les contraintes à respecter sont très, très élevées. C'est des usages qui existent déjà. Quels sont les autres usages? Ceux qui sont les plus prometteurs d'après les prospectives mondiales, c'est la minéralisation, puisque on va pouvoir carbonater des résidus d'industrie sidérurgique, du ciment. On a essayé, nous, on a un pilote de carbonatation sur nos résidus d'incinération. Ce n'est pas tout à fait convaincant. Il y a aussi le durcissement du béton, hein, au lieu de mettre de la vapeur, on met du CO2. Voilà, il y a différentes pistes pour faire des agrégats et pour piéger durablement le CO2, parce que ça, c'est aussi une des contraintes imposées par la réglementation européenne et les réglementations Fit for 55, où il y a beaucoup de choses sur la capture et la valorisation du CO2. Donc la minéralisation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La valeur économique, il faut trouver le modèle économique, mais de toute façon, pour toutes les filières, il faut trouver le modèle économique. L'autre sujet auquel on s'intéresse, c'est les fuels, parce que là, il y a vraiment des marchés qui existent déjà. Pour produire du méthanol avec hydrogénation du CO2 par l'hydrogène, du méthanol pour les bateaux, pour le transport maritime. Le transport maritime s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 en utilisant du méthanol durable qui coûte 3 à 5 fois plus cher que le méthanol, le méthanol classique, hein, donc 300 € contre 1500 €, 1200 €. Il y a un marché, voilà, qui existe. Il y a des gros projets qui existent déjà, qui sont y compris en France, hein, à Marseille par exemple, à Anvers aussi, à Rotterdam, il y a des projets. Le kérosène, c'est aussi quelque chose. Il y a un marché qui existe puisqu'il y a un marché du crédit d'émission dans le transport aérien qui s'appelle Corsia, et les transporteurs se sont engagés à utiliser une partie d'e-kérosène dans leur fuel. Là, c'est un peu plus compliqué que le méthanol. On produit un crude qu'il faut raffiner, mais il y a des usines en construction en Norvège avec ce procédé-là. Le méthane, la chimie. Donc, il y a l'urée, c'est un secteur, c'est des unités qui existent déjà. Voilà, il y a d'autres, il y a aussi la valorisation du CO endochimical pour remplacer les hydrocarbones. Il y a beaucoup de développement actuellement. Il y a beaucoup de gens qui font de la pub en disant voilà, j'ai du CO2 dans mes mousses polyuréthane. Voilà, je décarbone aussi les matériaux, les matériaux de construction et les matériaux, les produits chimiques. Alors, j'oublie pas la conversion biologique, puisque le CO2, nous, on a testé les fumées en direct, sans capture pour produire des algues. Il y a beaucoup de développement. On a un pilote avec Total, oui, je vais en parler juste après, mais il y a des problèmes de productivité dans nos régions sur les algues. Donc, il y a de la productivité améliorée, le coût de production, la consommation d'énergie de la production, parce que même si les algues poussent toutes seules, après, il faut les raffiner, et là, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà, donc un vaste sujet sur lequel, bien sûr, on travaille. Avec quelques exemples pour finir. Le premier exemple sur l'e-kérosène, voilà, on travaille depuis 2-3 ans sur un projet à Porto,
sur l'unité d'incinération de Porto, capture du CO2, fabrication d'e-kérosène pour avions, pour l'aéroport de Porto. Voilà. Donc, on en est pour l'instant à la phase étude détaillée. La deuxième référence, c'est notre première installation industrielle de capture de CO2 qu'on exploite en Inde, chez Tata Steel. Voilà, ça c'est vraiment une installation grandeur nature. Pour l'instant, c'est la seule. Hein. Donc, notre objectif, c'est de mettre en service plusieurs démonstrateurs dans les prochaines années pour aussi devenir opérateur de la capture du carbone, du CO2, à minima. Hein. Et puis le dernier partenariat avec Total Energy, donc ce CO2, comment le valoriser pour la production de biocarburants à partir de microalgues. Là, c'est un projet de R&D avec Total. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Merci Philippe et merci Guy pour tout à l'heure. On va prendre quelques questions. Alors, je vous rappelle que vous avez en bas dans le menu Zoom, en bas de votre écran, une icône qui s'appelle Q et R qui vous permet de poser des questions. Alors, je vais peut-être prendre la première, c'est bon? Alors oui, on a déjà des questions. Un spectateur anonyme qui nous demande que représentent les usages du CO2 en termes de quantité de CO2 consommée par rapport aux quantités produites. Quelles sont les perspectives dans les 10 ou 20 ans? Donc, quels sont ces usages? Ça, pour l'instant, on en consomme très peu. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça se trouve dans les documents, dans les rapports de l'IEA. Hein. Si je peux me permettre, on serait de l'ordre de 0,2 à 1% des émissions anthropiques émises pour l'utilisation. Hors utilisation fuel type conversion vers méthane. Mais bon, il faut aussi bien se rendre compte que si on voit certaines utilisations, avec un tiers des cimenteries dans le monde, on produit tout le méthanol du monde. Donc, ou avec une cimenterie, on produit tout l'acide salicylique mondial que on capture. Donc, on est vraiment sur des choses très, très, très faibles pour le moment et bien moins que la séquestration. On estime qu'à moyen terme, on pourra séquestrer 10% du CO2 émis, enfin capturé. J'imagine que c'est effectivement un petit peu sous-entendu dans la question et sur les devenirs entre la capture et le stockage. Une deuxième question. Oui, juste un petit commentaire. L'utilisation dépendra aussi de la réglementation. Parce qu'au niveau européen, il y a un certain nombre de projets qui pourraient être freinés en sachant comment est comptabilisé le CO2 qui est utilisé pour faire des e-fuels ou des e-carburants. Bien sûr. Alors, une seconde question, Pascaline Pré nous demande, est-ce que l'empoisonnement par les composés secondaires et les particules présentes dans les fumées constitue un verrou plus grand pour les procédés opérant par adsorption comparé aux technos de lavage par solvant? Est-ce que ces adsorbants, ces composés sont plus gênants sur l'adsorption que sur le lavage? La réponse est oui. Oui. Bon. Pascaline oui, parce que les amines. Oui, si on regarde, il faut. En plus, il y a généralement l'humidité qui pose de gros problèmes. On parlait de Svante, c'est l'avantage de la technologie Svante. Ils ont un partenariat avec une unité canadienne qui a développé un MOF qui s'appelle le Calvin et qui a la propriété de ne pas absorber d'eau tant que l'humidité relative est inférieure à 10-15% et d'être 100% sélectif pour le CO2. Sinon, en plus des impuretés, il y a l'eau. Donc, enlever les poussières, il faut des filtres à charbon actif pour éliminer les composés acides qui pourraient être encore présents. Il faut des dryers, que ce soit du silica gel ou des membranes ou un prélit pour enlever l'eau. Oui, c'est pas évident.
C'est un peu plus délicat. Merci beaucoup. Question suivante. Laurence Lecoq nous demande si pour l'utilisation du CO2, quels sont les enjeux pureté CO2 vis-à-vis de polluants traces suivant les applications et coûts énergétiques associés. Donc là, c'est pour l'utilisation du CO2. Quels sont les enjeux sur la pureté du CO2 vis-à-vis des polluants traces? Tout dépend de l'utilisation. Je dirais que, par exemple, pour faire de la carbonatation de déchets de béton ou de résidus, on ne va pas avoir besoin d'un CO2 forcément très pur. Par contre, pour fabriquer du méthanol, là, c'est très rigoureux. Même chose pour les serres, par exemple. Et puis, alors, le plus élevé, c'est pour la norme EGA Food and Bev, pour les boissons gazeuses, où il y a un marché où le CO2 biogénique du biogaz peut être utilisé. Mais là, il y a des moyens d'analyse qui sont très, très coûteux à mettre en œuvre. Mais ça existe, c'est une vraie voie de valorisation. D'accord, et c'est lié au coût énergétique qui est la fin de la question. Il y a du coup un coût énergétique plus fort, mais j'entends aussi quand même des contraintes réglementaires qui de toute façon viennent aussi limiter des usages sur le food and bev, par exemple. A priori, si on arrive à descendre suffisamment en bas, non, on peut remettre, il faut juste pouvoir prouver qu'on va descendre suffisamment en bas, et comme ça a été dit, le coût, plus vous avez des puretés importantes, s'il faut éliminer certaines traces, le CPU qu'on va mettre derrière pour enlever tout ce qui reste, dans certains modèles, ça vous double, ça fait plus que doubler le prix de l'unité de capture. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Le CO2, il y a des modèles qui sont avec des solvants aminés actuellement, on peut dire qu'on est autour du 100-120 € la tonne capturée. C'est difficile avec le prix de l'énergie pour le moment, mais pour avoir conditionné, si vous adressez, certains vous disent 300, 350, 400 € pour pouvoir atteindre les puretés. Après, pour l'utilisation directe, si on ne met pas dans le pipe, ça dépend de la tolérance du catalyseur. Ce n'est pas la même tolérance au NOx et au SOx si vous utilisez un catalyseur pour faire du méthanol ou du méthane. Mais on est à des niveaux, de toute façon, tous les vendeurs de solutions ouvrent le parapluie et vous donnent des inférieurs, certains vous donnent inférieurs au ppm, quoi. Voire encore plus bas. Merci. On va essayer de prendre encore quelques questions. Quelles sont les stratégies pour le stockage après utilisation? Quelles sont les stratégies pour le stockage après utilisation? Il y a des gros projets de stockage en mer du Nord, dans des anciens forages pétroliers. Il y en a en mer du Nord aussi, dans des anciens forages de gaz de Groningue, hein, les projets Artagnan, Athos, Porthos. Et puis, alors, nous, on regarde aussi le stockage géologique, puisqu'il y a certaines roches qui peuvent absorber du CO2. Voilà, on regarde avec le BRGM. Le BRGM a travaillé sur ces solutions-là. Donc, il y a plusieurs voies. Et il y a déjà des références, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà des références en stockage de CO2 dans des anciens forages. D'accord. Question suivante. Y a-t-il des exemples de capture à la sortie des chaudières industrielles de fabrication de vapeur? Les exemples qui existent, c'est plutôt sur les grosses centrales, les power plants, qui, aux États-Unis, par exemple, on capture le CO2 et on envoie ce CO2 dans des forages de pétrole pour faire sortir du pétrole ou du gaz. C'est ce qu'on appelle le OR. Donc oui, ça existe, y compris avec des… donc je suis en train… Oui, il y a des exemples qui existent, tout à fait. Les concentrations sont faibles de CO2, on est à 5-6%. Donc ça va coûter plus cher que sur des fumées d'incinération où on est plutôt au double. Oui.
Sur les chaudières, il y a clairement des projets qui se montent sur tout ce qu'on appelle le BECS, donc sur des chaudières biomasse. Et comme ça a été dit par Philippe, le CO2 biologique, il va avoir une vraie valeur dans le futur. Ce CO2-là, il vaudra plus cher que le CO2 d'origine fossile. Et donc, il y a pas mal de projets qui sont en cours de développement pour brûler de la biomasse dans des chaudières, récupérer le CO2, voire refaire des e-fuels ou autres, ou du e-kérosène pour des fuels, pour des domaines comme l'aviation ou le transport maritime où c'est difficile de défossiliser. Oui, tout à fait. Effectivement, juste pour compléter, effectivement, dans quelques années, on ne pourra produire du e-kérosène qu'avec du CO2 biogénique et de l'hydrogène vert. Voilà. Donc, le CO2 biogénique va avoir de plus en plus de valeur. Donc, il y a du meilleur CO2. Alors, c'est bien, ça, une bonne nouvelle. Alors, question suivante. Est-ce qu'au niveau des cimenteries, il y a des installations à l'échelle industrielle pour capter le CO2 rejeté lors de la production du clinker? Pas encore, mais il y a des gros projets de démonstration derrière les power plants. Il y avait notamment le projet Calix avec du carbon looping. Ils sont extrêmement actifs. Ils ont plusieurs pilotes, mais aucune unité à taille réelle pour le moment. D'accord. Il y a une suite à la même question. J'ai eu à faire la valorisation des cendres volantes pour la fabrication du ciment, en remplaçant une partie du clinker par des cendres, mais je sens que ça ne participe pas beaucoup à la lutte contre l'effet de serre, car pour avoir les cendres, il faut du combustible, charbon, qui dégage assez de CO2. Oui, mais ça, c'est de la substitution. Donc, on va remplacer une partie de la phase active du clinker par des composés qui ont des propriétés propres, donc de l'oxyde de calcium essentiellement. C'est intéressant si c'est un sous-produit. Donc, par exemple, du laitier de haut fourneau, s'il y a encore du laitier de haut fourneau, c'est extrêmement intéressant pour faire de la substitution. Les chaufourniers le font. Les cimentiers, il y a une cimenterie belge dont je tairai le nom qui est localisée dans le Tournaisis. Il y en a 3 comme ça, qui a réduit de 1% ses émissions en intégrant et en substituant une partie du clinker par du laitier de haut fourneau. Qui est un déchet. Donc, on peut revaloriser des déchets. Ouais, ça a de l'intérêt si c'est un déchet, si c'est un sous-produit d'une autre unité. Si on brûle exprès pour le faire, ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée qui nous dit quelque chose chez Veolia, de réutiliser des déchets comme ça, c'est pas mal. Alors, une question suivante. Serait-il possible d'indiquer quelle technologie de photobioréacteur est investiguée par Veolia pour la production des microalgues? Philippe, est-ce qu'on a le droit de dire ça? En fait, on teste toutes les technos on teste les open pond, les photobioréacteurs, on teste plusieurs technologies. Là, je les ai pas en tête. Mais ça, je pense qu'il doit y avoir des choses disponibles sur le site de Total Energy. C'est un projet qu'on mène avec Total Energy. J'ai pas ça en tête. J'ai pas ça en tête précisément en fait. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la productivité et donc je sais que Caroline Dahl, qui est le chef de projet de ça, a un tas de technos qui sont toutes les unes les plus innovantes que les autres pour améliorer la productivité. Avec leurs difficultés de mise en œuvre pour chacune d'elles. Voilà, et tout ça, c'est sur l'ancienne raffinerie de Total de la Med. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui doit être public. Très bien. Merci. Alors, nous avons été autorisés à dépasser un petit peu le temps et nous en sommes à la dernière question. Donc, c'est parfait, c'est pas mal. Annabelle, je te redonne la parole pour la conclusion. Merci beaucoup à vous tous. La conclusion, c'est de dire merci à nos présentateurs qui nous ont finalement aidés à faire un petit tour, même si c'était assez bref, mais bon, c'est un peu l'objet des webinaires. On essaye de faire quelque chose d'assez rapide, mais
de balayer un sujet. Ça sera un sujet par webinaire. Peut-être pas dans sa globalité, mais au moins d'avoir une vision assez globale de sujet qui était aujourd'hui effectivement le sujet du CO2 qui parle à beaucoup de gens, même si on ne travaille pas sur le CO2, tout le monde en entend parler. Donc, merci à nos présentateurs. Merci à toutes les personnes qui sont venues écouter nos présentateurs et qui ont aussi participé à cet échange par leurs questions qui étaient très intéressantes. Et je vais redonner la parole, je ne sais pas, Martine, peut-être tu veux conclure. Oui, merci Annabelle, merci Christophe pour avoir animé ce webinaire. Merci aux speakers. Et puis, effectivement, les Zooms de la SFGP, c'est une série que l'on a mis en place les années Covid et qui perdure. Donc, si vous voulez avoir des informations sur les prochains Zooms, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la SFGP ou sinon sur la page LinkedIn de la SFGP. Et merci encore pour votre participation. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci infiniment.